A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Donc, tout d'abord, pourquoi je suis ici? Parce que j'ai été un coopérant il y a quelques années, donc 81, 82, 83, à la UNI. Donc, où le but était un petit peu de remettre en place un spectromètre Mossbauer, mais les conditions de l'époque étaient quand même assez difficiles. Le spectromètre a remarché, mais après, il n'y avait pas de source. Donc, c'était un autre problème. Donc, l'idée ici, ça va être de vous montrer, disons, que cette technique, elle est, disons, relativement à bas coût. Ça va être très complémentaire des 2 ou 3 exposés précédents. Ça va être beaucoup plus de discuter de la technique, de ses limitations, et voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a 2 façons d'approcher. Soit, disons, on est dans un contexte académique, donc on a des matériaux qu'on fabrique, ou alors soit on va étudier des matériaux qui sont fabriqués grosso modo par la nature. Et là, les questions sont totalement différentes. Donc là, j'ai listé un petit peu un nombre de techniques qui servent à caractériser des matériaux. Donc c'est toujours ce qui est classique, c'est les rayons X, la microscopie, faire des mesures magnétiques, etc., etc. Donc effectivement, on a des techniques locales, et ensuite on va appliquer, disons, des techniques beaucoup plus, on va dire entre guillemets modernes, beaucoup plus récentes, et tout ça à la fin pour arriver à faire une description à l'échelle atomique. Donc c'est ça le but essentiel, et quand on a la description à l'échelle atomique, on peut regarder toutes les propriétés physiques, on peut, disons, comprendre, disons, d'où viennent les propriétés physiques, et ensuite on peut repartir, disons, en se disant on veut des propriétés physiques, on va donc fonctionnaliser les matériaux. Alors bon, je ne vais pas trop insister sur la spectrométrie Mossbauer. Donc l'idée, c'est de regarder en fait comment interagit un noyau, principalement du fer 57, mais ça peut être sur certains autres isotopes, avec son environnement. Donc vous voyez qu'on est vraiment, disons, à un niveau très local, et on va avoir des paramètres qui vont être assez importants, et ça va être très important pour le chimiste, et puis également après pour le géologue, pour l'archéologue, pour le biologiste. Donc je ne passe pas beaucoup de détails là-dessus. Donc maintenant, ce que je voulais dire, c'est que quand on est au laboratoire, on fabrique un échantillon. Donc on va prendre, disons, des poudres qu'on achète. Donc a priori, on sait ce qu'il y a dedans. Ceci dit, il y a des fois, il peut y avoir des impuretés. Puis ensuite, on va appliquer des techniques. Donc différentes méthodes, bon, j'en ai listé quelques-unes ici. On va jouer avec des paramètres type la température, la pression, le temps, etc. Et ensuite, on va donc avoir notre matériau final, et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir le caractériser sous toutes ses formes. Donc il va y avoir un aspect morphologie, est-ce que c'est une poudre, est-ce que c'est un ruban, est-ce qu'on va peut-être faire des pellets, des pastilles. Bon, on va avoir plein de choses qu'on va pouvoir, disons, maîtriser, je dirais, assez rapidement. Alors le problème, c'est est-ce que c'est reproductible? Est-ce qu'on peut contrôler? Parce que si on a fait par exemple un recuit pendant 2 heures, si on fait un recuit pendant 10 heures, on va obtenir autre chose. Si on fait un recuit pendant 50 heures, on va encore obtenir autre chose. Est-ce qu'on peut corréler en fait la nature finale du produit avec par exemple le temps de recuit? Là j'ai pris un seul paramètre, mais on peut en prendre plein. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut obtenir quand on a des systèmes contrôlés à partir de l'outil Mossbauer? Bon, on peut avoir des informations sur la composition chimique. On peut avoir de l'information sur la présence d'impuretés. Bien sûr, les impuretés qui sont à base de fer. On va avoir, dans un terme plus technique, donc des informations sur l'état de valence, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est du fer 0, du fer 2, du fer 3? Est-ce que c'est du fer 2,2, 2,3? Parce qu'on peut couper les électrons en plusieurs. Une information sur l'état de spin. Alors ça va intéresser Georges, parce je pense qu'enfin, il va parler un petit peu, disons, des transitions de spin. Ensuite, il va y avoir à corréler en fait ces informations avec les rayons X. Et après, on va se demander qui est-ce qui a raison. Est-ce que c'est, disons, la spectrométrie Mossbauer ou est-ce que c'est les rayons X? Est-ce que les deux ont tort? Dans certains cas, ça peut être le cas. On va aussi se rendre compte, est-ce qu'on a un ordre chimique? Parce que si vous voulez, vous avez une structure qui est cubique, vous allez mettre fer, aluminium dans les 3 dimensions. Mais s'il y a un aluminium qui inverse un fer, on va créer du désordre chimique. Bon, ça, les rayons X, par exemple, ne vont pas le voir. Par contre, ici, on va pouvoir le voir. Alors, bien sûr, c'est pas s'il y en a un sur 10 puissance 15 qui va être perturbé. Avec une certaine, disons, un certain minimum de proportion, on va pouvoir se rendre compte d'un désordre. On va pouvoir aussi avoir un accès aux structures magnétiques. On va pouvoir faire, disons, de la spectrométrie hors champ, et puis on va apporter un champ magnétique sur l'échantillon pour pouvoir contrôler, en fait, quel est l'agencement des moments magnétiques de fer. Et puis on va avoir aussi des informations sur ce qu'on appelle les effets de relaxation. Est-ce qu'on va avoir de la dynamique au niveau des électrons, au niveau des moments magnétiques?
Donc ça fait plein de choses qu'on peut facilement, disons, observer sur des échantillons qui sont contrôlés. Bon, là, je vais donner rapidement des exemples. Je ne vais pas de tout m'apesantir. Là, en fait, on a un échantillon. Les rayons X ont montré qu'il y avait un certain nombre de sites de fer. On contrôle ici. Ensuite, on peut contrôler les proportions. Là, on est très satisfait parce qu'il y a un accord parfait entre, disons, ce que donnent les rayons X et puis la spectrométrie Moss-Bauer. Un autre exemple, on s'aperçoit ici que c'est la même chose, sauf qu'on va avoir, disons, dans une composition, il n'y a plus de molécules d'eau. Donc, on va transformer le matériau in situ. Donc, on peut regarder ce qui se passe, je dirais, avec différentes techniques et également par spectrométrie Moss-Bauer. Alors là, ça va déjà impliquer, disons, certaines conditions instrumentales dans le sens où l'acquisition d'un spectre peut se faire sur quelques heures, voire quelques jours. Donc, il faut savoir, disons, si on va travailler à la température de recuit, ou on va plutôt faire un recuit et ensuite on va quencher, se mettre à basse température pour regarder, pour faire une photo, en fait, à basse température. Et puis, on peut suivre, en fait, des événements, je dirais, des phénomènes physiques. Là, par exemple, c'était un cas où, systématiquement, malgré, disons, l'effort de l'étudiant pour refaire des échantillons, on attendait 50-50, enfin, surtout les chimistes attendaient 50-50, et moi, je leur disais, je suis désolé, mais à chaque fois, c'est 53-47. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un problème au niveau de la chimie. Donc, c'est ça qui permet d'avoir, en fait, un accès à la composition exacte, contrairement à ce que peuvent faire les X. Bon, dans le cas présent, là, c'était, disons, ce qu'on appelle des systèmes type un peu zéolite, des mésoporeux, où on attend une seule espèce de fer, puis on voit qu'on a plusieurs pics, et on s'aperçoit qu'en fait, à nouveau, la spectrométrie Moss-Bauer détecte une information complémentaire de celle des rayons X. Et en fait, on s'aperçoit que ça, c'est parce qu'il y a des molécules d'eau, qu'au début, les chimistes ne voulaient pas croire. Mais ils ont été obligés de se rendre compte qu'il fallait des molécules d'eau, et on a fait des traitements appropriés. Et là, en fait, la différence, c'est que c'est la composante minoritaire qui reste. En fait, le système, c'est une éponge. Il y a plein d'eau dans les trous. Ce que ne voyait pas du tout, en fait, la technique de diffraction de rayons X, voire d'autres techniques. Bon, là, un système plus compliqué. Bon, là, c'est pas tellement l'intérêt. Des transitions de spin chères à Georges. Donc, on voit qu'on a un changement de couleur au niveau, disons, de l'échantillon. Donc, on peut jouer avec la pression, la température, de la lumière. Et effectivement, on peut suivre in situ, en fait, avec des cryostats, bien sûr, que l'évolution, en fait, des spectres donne des informations sur les différentes composantes que constitue, en fait, le système. Bon, alors maintenant, on va se situer dans un autre cas. C'est qu'en fait, on va essayer d'explorer des matériaux, parce que j'ai dit qu'il y avait du fer. Donc, du fer, il y en a par exemple dans les argiles, donc dans les poteries, il y en a dans les minéraux, et la différence, c'est que le laboratoire, il a quand même fait, disons, des choses il y a un certain temps. Et puis on n'était pas là pour savoir, disons, quelles étaient les composantes. Ensuite, il y a eu énormément, alors j'inclus Mars, parce qu'effectivement, la spectrométrie Moss-Bauer, il y a un spectromètre qui a été envoyé en 2003, qui est arrivé en 2004, donc qui a permis, disons, de faire une espèce d'un scan, disons, sur la couche terrestre, la couche martienne, pardon. Bon, les conditions initiales, température, pression, on ne les connaît pas. Toutes les conditions, les événements géologiques et historiques, on ne les connaît pas non plus. Parce que quand on est au laboratoire, on peut contrôler, mais là, on ne peut pas contrôler. Donc, ça veut dire qu'on va avoir plein de phénomènes et on va devoir remonter à un certain nombre de phénomènes à partir de un ou quelques spectres. Alors, la question, est-ce que c'est réaliste ? Ça, c'est toute la question, disons. D'abord, est-ce qu'on peut avoir un échantillon représentatif ? Est-ce qu'on est sûr de la composition chimique, du nombre de phases ? Et puis, probablement, il va y avoir différentes tailles au niveau de l'échantillon. On va avoir des poudres, il va y avoir des petites poudres, enfin plutôt des poudres de taille petite, jusqu'à des poudres de taille plus importante. Donc effectivement, quand on fait par exemple de la minéralogie ou l'étude de sol, on va disposer de plusieurs milliers de tonnes de roches, et puis on va sortir 100 mg pour faire un échantillon. Alors vous voyez la question qui se pose. Est-ce que les 100 mg vont être représentatifs ou pas ? Donc ça va être tout le travail du géologue ou du spécialiste de la science des sols. Bon, ça peut être la même chose sur la corrosion. Alors en ce qui concerne les poteries, ça va être pareil. Sauf qu'il va y avoir l'archéologue ou le conservateur qui va dire « on ne touche pas à ma poterie ». Donc il va falloir faire avec un outil portable, il va falloir venir amener en fait et regarder, je dirais, avec la lumière gamma, puisqu'on utilise des rayons gamma, en fait les différentes couleurs. On peut zoomer sur une zone qui va être plus ou moins claire, une zone plus ou moins brune, pour savoir quels sont les oxydes de fer. Puisqu'on sait en fait que tout est à base, disons, de pigments, et savoir quelle est la nature des pigments.
Donc, quels sont les processus d'homogénéité chimique, les processus de diffusion, les phénomènes d'oxydation? À chaque fois, c'est la même chose, le rôle des surfaces. Non, mais c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'on va avoir peu d'informations et on voudrait, disons, sortir plein d'informations. Donc la question, est-ce que c'est réaliste? Donc on va avoir plein de choses. Donc par exemple, je vais donner maintenant quelques exemples. C'est uniquement surtout pour vous pointer le doigt là-dessus. On a de l'hématite, donc qui est bien connu par les gens, disons, des sciences des sols. En fait, on peut avoir des hématites avec des signatures différentes. Ça va être selon la cristallinité de l'hématite. Alors si c'est bien ordonné, on va avoir une signature. Si c'est mal ordonné, on va avoir une autre signature. Mais ceci dit, ça va être uniquement en dessous d'une transition qu'on appelle la transition de Vervet, qui a 230 K. À température ambiante, ça va être exactement la même chose. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder à basse température pour voir effectivement si c'est bien ordonné ou mal ordonné. Et puis bien sûr, la nature est tellement sympathique qu'il va y avoir des morceaux bien ordonnés, des morceaux mal ordonnés, et des morceaux, enfin une proportion moyennement ordonnée. Donc ça veut dire qu'on va avoir une distribution d'états. Alors après, il va falloir remonter à partir de la distribution d'états. Vous voyez, par exemple, on reprend le cas de l'hématite, on va la broyer maintenant. On prend des petites particules qui peuvent se trouver au sein des sols, on va broyer avec un mortier. Non, pour l'instant, ce n'est pas broyer, c'est uniquement les nanoparticules. Donc si on se met à une température donnée, alors par exemple, il faut comparer le 150 d'ici avec le 150 de là-haut, et puis le 150 d'ici, vous voyez qu'on a, disons, le même matériau, il n'y a pas la même taille, et on n'a pas la même signature. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des effets dynamiques. Là, c'est les moments magnétiques qui vont relaxer. Donc, on a le même matériau. Alors maintenant, là, on a, disons, des tailles qui sont bien définies, parce que ça a été conçu au laboratoire, donc on contrôle la taille. Donc, on a ça. Maintenant, si on prélève un peu d'hématite dans le sol, on va avoir une distribution de taille. Ça veut dire qu'il va falloir sommer à 150 K, par exemple, ce spectre-là, plus ce spectre-là, plus ce spectre-là, plus des spectres intermédiaires. Ça veut dire qu'on va avoir une information qui va découler en fait d'une distribution, une sommation de spectres. Et à partir de cette sommation de spectres, il va falloir remonter à l'état initial, ce qui complique quand même pas mal les choses. Là, on a toujours pris H5 et 2O3. Maintenant, on a les mêmes produits au départ, on va les broyer dans un mortier. On va broyer pendant 60 minutes, 20 minutes, 5 minutes. On ne le broie pas. Vous voyez que la forme évolue, la forme des spectres. Ce qui veut dire que le matériau évolue également. Et donc, à nouveau, quand il y a des gens qui fabriquaient des poteries, mais ils avaient besoin de faire des broyages, ils avaient besoin de faire des traitements thermiques. Donc, on va coupler en fait tous ces paramètres. Et après, quand on va avoir un spectre sur une poterie, il va falloir se dire, c'était quoi l'argile? C'était quoi la taille? C'était quoi le pigment? Donc, toutes les questions sont là. Donc la même chose sur la goethite, qui est un exemple aussi typique en ce qui concerne la science des sols. Donc on peut avoir des petites particules de goethite ou des grosses particules de goethite. Et on va avoir des spectres complètement différents. Et là, je crois que ça va se terminer ici. Alors là, on va beaucoup plus loin parce que ça, c'est des nanoparticules qui ont été fabriquées et en plus, il y a des effets de forme. Donc on va avoir non plus uniquement des poudres à géométrie sphérique, mais on va avoir des bâtonnets, plus ou moins longs. Alors toutes les tailles sont données ici. On voit bien qu'on a, disons, des systèmes sous forme de bâtonnets, plus ou moins isotropes ou plus ou moins anisotropes, et la forme des spectres est totalement différente. Donc, le message que je voulais faire passer, c'était surtout qu'on a une technique. Ceci dit, c'est vrai pour de nombreuses techniques. On doit avoir une information qui est relativement limitée, parce que c'est une projection en fait sur 2D, on a un spectre, et il faut extraire un maximum d'informations. Ben, c'est pas toujours facile. Ça veut dire qu'il faut, comme c'était dit précédemment, il faut se créer des étalons. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire avant. Savoir si l'échantillon est représentatif. Je reprends le cas, disons, des 100 mg qui représentent plusieurs milliers de tonnes de rochers. Ensuite, de faire des séries de spectres en fonction de la température, en fonction d'un champ extérieur, quand on a les moyens. Et puis, il y a tout un travail, je dirais, d'ajustement des spectres. Parce qu'on passe plus de temps à ajuster les spectres qu'à faire les spectres. Parce que les spectres, en plus, se font tout seuls, c'est automatique. Et on a besoin aussi de données complémentaires. Parce que si on ne fie qu'à une seule technique, à tous les coups, on va se planter. Donc, il faut aller chercher un certain nombre de techniques. On en a entendu parler tout à l'heure, du Raman, ça peut être des rayons X, de la microscopie électronique. Alors, pareil, la microscopie électronique, qu'est-ce qui va se passer? On va être content, on va avoir une superbe image, on va avoir 6 nanoparticules. 6, ce n'est pas très représentatif. Donc, il y a tout un travail de statistique à faire.
Donc, puis à la fin, il faut peut-être avoir une description raisonnable, mais surtout physiquement sensée. Je crois que je vais m'arrêter là avec quelques photographies du Mans, d'où je viens.